Bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureuse d'avoir été invitée pour célébrer avec vous ce 25e anniversaire de l'inter-LGBT. J'en déduis cependant que j'ai un peu atteint le stade de témoin historique, ça ne me rajeunit pas vraiment, mais bon, du coup je vais pouvoir vous parler un peu de notre histoire et de celle des combats LGBTI, et en particulier de l'accès aux droits civils et familiaux dont je me suis plus occupée. Donc je suis arrivée à l'Inter en 2011, j'ai été chaleureusement accueillie. J'y ai gagné des convictions et des amis qui sont encore là avec moi, parce que le combat ensemble, ça forge des liens. Bon, après, ils ont pu réussir à se débarrasser de moi. J'y suis toujours. Ils ont juste réussi à me mettre à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, comme ça. En général, le soir, je suis un peu fatiguée, je viens plus en réunion, je les embête plus, voilà. Mais on peut me ressortir de mon placard quand il y a besoin. Alors, du coup, 2011, ça paraît pas très loin, en fait, quand on y pense. C'est il y a quelques années. Et pourtant, en matière de droits LGBT, on en était à peu près au stade de l'Antiquité, peut-être vers le Moyen-Âge, mais pas beaucoup plus loin. On avait eu gagné le Pax en 1999, et quelque chose dont on n'a pas parlé avant aussi, qui est assez important, en 2004, la pénalisation des propos de haine et de discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Bon, là, on avait encore, mais pas au même niveau que le racisme. Ça a mis un peu plus de temps pour qu'on soit considéré au même niveau que les autres discriminations. Mais par contre, on n'avait pas d'égalité pour tout ce qui concerne les familles, en particulier, et les couples. Le Pax n'offrait pas les mêmes droits que le mariage. En fait, c'est dans la décennie 2012-2022 que tout d'un coup, on a pris un accélérateur et qu'on a acquis énormément de droits. Et là-dedans, l'inter-LGBT a tenu une place centrale. En 2012, c'est la première fois qu'on a une campagne présidentielle où les droits LGBT sont au centre de la campagne. On a vraiment les candidats de gauche, donc M. Mélenchon était déjà là au meeting qu'on a organisé à cette occasion, se sont engagés en faveur du mariage, certains en faveur de la PMA aussi, en interne dans les partis, et je salue les commissions LGBT des partis qui sont là ce soir, pour que ce sujet soit enfin un vrai sujet politique. Alors nous, quand François Hollande est élu, c'est la fête. Ça y est, ils se sont engagés, tout est fait, naïvement, maintenant, les engagements vont être tenus, on est tranquille. Bon, on va très vite découvrir qu'il n'en est absolument rien, et que le projet de loi, il n'est pas rédigé. Nous, on pensait que c'était prêt, c'était dans les tiroirs et tout. Mais non, c'est pas rédigé. Que par contre, l'opposition, dès le mois d'août, youhou, un sujet intéressant, on va s'amuser un petit peu. Et donc, à l'automne, ça se gâte très vite. Le 2 novembre, on a l'association Malmenée Manif pour tous, mal nommée Manif pour tous, qui est déclarée, et première manif avec des dizaines de milliers de manifestants. Et là, en réponse, on apprend dans la Croix, par une interview de la ministre de la Justice, Madame Taubira, que finalement, il n'y aura pas la PMA. Bon, ça commence pas très bien. Et alors, le 20 novembre, on a François Hollande qui s'adresse aux pairs de France et qui leur déclare tranquillement qu'ils auront une liberté de conscience et qu'ils pourront s'abstenir d'appliquer la loi si jamais ça ne leur plaît pas. Alors là, l'inter-LGBT, on a eu un conseil des associations un samedi après-midi, on transpirait dans la salle, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a décidé unanimement de rompre les relations avec le gouvernement. Alors, il faut savoir qu'historiquement, on n'avait pas des masses de relations avec le gouvernement avant le gouvernement Hollande. En général, on avait un rendez-vous annuel avant la marche des fiertés. Voilà, on faisait un petit bilan et puis ça suffisait. Mais là, du coup, on avait quand même commencé à collaborer et puis on pensait être inclus dans le dialogue. Et en fait, ça marche. C'est vrai qu'on est une toute petite association par rapport à la Manif pour tous qui est en train de... Nous, on avait moins de 100 000 € de budget, enfin, on avait plutôt dans les 50 000. Eux, ils ont levé plus de 4 millions quand même dans l'année. Mais comme on a l'expérience de l'organisation de la marche, on se dit c'est notre responsabilité d'organiser un petit peu le soutien avec l'aide de la fédération LGBT et d'agréger les bonnes volontés pour venir en soutien au projet de loi. Ça se fait rarement les manifestations en soutien au projet de loi. En général, quand on manifeste, c'est qu'on n'est pas d'accord. Mais nous, on se dit, il faut montrer que si on est nombreux derrière, et on a de la chance, c'est-à-dire, enfin, on n'a pas de la chance, c'est qu'on a des nombreux bénévoles qui affluent.
On a plein de gens, des alliés qui se manifestent, qui viennent nous aider à tracter. Voilà. Et donc nous, uniquement bénévoles, on s'organise comme on peut. Je pense qu'au conseil d'administration, on n'a pas beaucoup travaillé ces mois-là pour nos travaux, là où on était rémunérés. Nos entreprises nous ont gentiment sponsorisés, on va dire. Et le 16 décembre, le jour de la première manifestation, c'est un jour, je pense, dont je me souviendrai toute ma vie, parce que j'étais chargée de l'animation du camion de l'Inter. Alors, il y a eu quelques traces vidéo, j'espère qu'elles ont disparu, parce que c'est vraiment pas une tâche sur mesure pour moi, l'animation d'un camion. Et j'étais là perchée sur la place de la Bastille, et la place de la Bastille, à 13h45, je crois, ça devait être 14h, le rendez-vous, elle était vide. Et grosso modo, on avait quand même pris un super risque parce qu'on n'avait jamais fait de manif en dehors de la marche des fiertés. On avait des gens qui ne comprenaient pas qu'ils n'aient pas un point de départ et comment ça s'organisait une manifestation parce qu'ils n'avaient jamais manifesté de leur vie. Et si on se plantait, la manif pour tous en face, ils avaient un boulevard parce qu'eux, ils rassemblaient déjà beaucoup de monde. Et tout d'un coup, mais vraiment en un quart d'heure, la place est devenue noire de monde. Vraiment, c'était extrêmement impressionnant. Et là, énorme soulagement, on a compris qu'il ne fallait pas faire des manifs trop tôt avec nous. La manif pour tous, ils sortent de la messe, ils vont en manif. Quoi. Donc à midi, hop, tout le monde est là. Nous, tranquillement, on a fait la fête le samedi soir, on brunch, après on peut aller manifester. Donc après on était rodés, on a refait grosse manifestation nationale en janvier, on a fait concert, et enfin le 17 mai 2013, la loi est proclamée, donc ça ouvre le mariage et l'adoption, ce qui est très important pour la sécurisation des familles, mais sans la PMA. C'est pour ça qu'on n'a pas été très enthousiaste à l'époque, parce que d'un côté, on était très content d'avoir le mariage et l'adoption, mais de l'autre, on n'avait pas une partie du contrat, et en plus, on avait quand même tout d'un coup subi une énorme réaction de la manif pour tous, dont on ne s'y attendait pas. On avait l'impression que l'homosexualité était relativement bien acceptée dans la société, et là, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Mais on a retenu la leçon. Une évolution législative, ça se prépare. Et donc, pour le reste, pour les autres combats, on était prêts. Enfin, on était prêts. On a mobilisé les organisations alliées, on a travaillé l'opinion publique, on a mis en avant les personnes concernées, on a travaillé avec des spécialistes de la médecine, du droit, les autres associations de droits humains. Et franchement, ça a plutôt bien marché. En 2016, on a eu la simplification de la procédure du changement d'état civil. En 2021, on a eu l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires, ce qui était un point assez difficile à obtenir, mais essentiel pour nous. Et surtout, en même temps, et ensuite on a eu l'adoption en 2022, mais surtout, on a aussi obtenu en même temps de voir l'état dans lequel était la médecine française en matière de PMA et permis l'amélioration de la prise en charge pour tout le monde. Parce qu'en fait, comme le PACS, que ça soit le mariage, que ça soit la réforme de l'adoption pour permettre aux couples non mariés d'adopter, que ça soit la PMA pour les femmes célibataires, nos combats, ils ont bénéficié à toute la société. Alors, je pense qu'en effet, nos droits, ils ne sont toujours pas complets. Il nous manque la parentalité pour les personnes trans, notamment les trans qui accouchent. En matière de discrimination, l'effectivité, on n'y est pas. On a les jeunes trans qui subissent des offensives réactionnaires. Alors, personnellement, moi, le truc autour du woke, ça me rappelle quand même beaucoup la théorie du gender. Ils s'étaient fait les armes là-dessus. On prend un terme américain, on fait... Regardez, c'est quelque chose d'étranger et de dangereux. Il n'y a pas vraiment de concept derrière et on fait peur avec. Mais en regardant en arrière, je pense qu'on peut être très fier de ce qu'on a accompli et surtout de comment on l'a accompli. Parce qu'une interassociative, c'est vraiment plus le torrent de montagne que le long fleuve tranquille. Je pense au conseil d'administration actuel et passé, voilà, qui le savent. J'ai une pensée émue pour mon... Pour mon secrétaire Théo Brigand, une année, on avait 14 porte-paroles à gérer. C'était fun. Mais on est resté fidèle à nos valeurs et au fonctionnement collectif et aux débats enflammés entassés dans une maison des associations. Et je suis vraiment persuadée que c'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui, où c'est une période difficile pour les droits humains, et où à côté, on a des gens qui nous parlent de réactivité, d'efficacité, on a Elon Musk en modèle, on a de plus en plus la tentation de faire appel à une personne providentielle,
entouré peut-être de quelques élus qui maîtriseraient le sujet, coupés de la société civile. Et je pense que l'histoire de nos droits, et comme l'histoire des droits en général, elle montre que, en fait, c'est en dialogue avec la société civile et à l'intérieur de celle-ci qu'on construit le progrès social. Alors certes, c'est vrai, faire un compromis avec des personnes et des organisations qui ont des sensibilités des fois très différentes, c'est compliqué. C'est du temps et c'est de l'énergie. Mais c'est aussi la meilleure garantie d'empêcher qu'on instrumentalise une minorité au profit d'une autre et d'obtenir des lois qui répondent vraiment aux besoins de toutes et tous. Merci.